L'Europe se prépare-t-elle à combattre la Russie en 2029 ou en 2030? Avant d'en venir à cette question, voici ce qu'a déclaré le chef d'état-major britannique, Scott. Le bilan de la Russie montre la volonté de Poutine de cibler les États voisins, y compris leurs enfants et leur population civile. La direction russe a clairement indiqué qu'elle souhaitait défier, limiter, diviser et en fin de compte détruire l'OTAN. Une nouvelle ère pour la défense ne signifie pas seulement que notre armée et notre gouvernement se mobilisent, comme c'est le cas, mais que toute notre nation se mobilise. Et pour y parvenir, nous devons contribuer au débat national et porter ces questions sur la place publique. Pourquoi se prépare-t-il dans le conflit en Ukraine? Voyez-vous une escalade? Et dans quelle mesure le Royaume-Uni, par exemple, est-il capable d'aller dans cette direction? Eh bien, ils sont dirigés par ce monsieur qui n'a sur la poitrine que des médailles du jubilé. Il n'a jamais vu le combat, il ne sait pas ce qu'est le combat. Je ne pense pas qu'il ait jamais été déployé en dehors du Royaume-Uni. Il a toujours été un homme de l'arrière, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant il est là, à parler le langage de la guerre. Il a à peu près autant de crédibilité que mon petit doigt. Mon petit doigt a vu plus de guerres que lui. Donc non, comprenez que sa présentation a eu lieu en même temps que celle de Blaise. Son nom de famille commence par un M d'origine géorgienne. Son grand-père était un horrible criminel de guerre nazi, un Ukrainien qui a commis des crimes atroces. Il est probablement mort, espérons-le en hurlant et en souffrant, en 1944, lorsque les Russes ont lancé leur contre-attaque, repoussant les forces nazies hors de ce qu'il restait de la Biélorussie. Mais nous n'en savons rien. Espérons qu'il est mort. Enfin, probablement mort. Espérons qu'il soit mort à ce moment-là. Mais vous savez, elle a survécu. Elle affirme ne jamais l'avoir connu. Mais tout cela, quand on a affaire à la diaspora ukrainienne comme moi, on comprend, ils n'oublient jamais leur passé. Ils célèbrent leur passé. Mais, vous savez, Blaise a fait une présentation le même jour. Demandez-vous pourquoi le chef de la défense et le chef du renseignement, ceux qui mettent en œuvre la politique, font cela. Ils ne définissent pas la politique. Ils ne font pas de politique. Alors, pourquoi sont-ils là à en faire, à suggérer des politiques? C'est une opération d'information. Le Royaume-Uni ne peut pas faire la guerre à la Russie. Littéralement, ils ne le peuvent pas. Ils n'ont rien. Zéro. Et Blaise dirige une organisation qui pratique la guerre hybride. Je veux dire, l'hypocrisie de cette femme, sachant ce que les Britanniques font aujourd'hui en Ukraine, sachant comment les Britanniques ont donné aux forces spéciales et aux services de renseignement ukrainiens les moyens de commettre des actes de terrorisme contre la Russie, et désormais contre le monde entier. Vous savez, l'attaque de drones qui a eu lieu en Méditerranée, ce sont les Britanniques qui l'ont faite. Les attaques de drones qui ont lieu en mer Noire, ce sont les Britanniques qui les mènent. Les Russes le savent. Opération Paperclip, ou peu importe comment ils l'appellent, pas Paperclip, l'opération de drone qui a eu lieu en Ukraine en juin, avec ces énormes camions. Des opérations conçues par les Britanniques, soutenues par les Britanniques. Alors elle est là, en train de dire que les Russes mènent une guerre hybride. Non, Blaise, c'est vous qui menez une guerre hybride. Mais pourquoi parle-t-il? Parce que c'est une opération d'information. Il s'agit de créer des perceptions. Et qu'essaie-t-il d'accomplir? Et encore une fois, je le dis en tant qu'Américain, pleinement conscient de ce que les Britanniques essayent de faire. Ils sont désespérés à l'idée d'empêcher Donald Trump de mettre en œuvre sa stratégie de sécurité nationale. Ils font tout leur possible pour maintenir l'Ukraine dans le combat. They need Ukraine to be sustainable
Ils ont besoin que l'Ukraine soit durable et viable jusqu'aux élections de mi-mandat. Ils essaient d'attendre Donald Trump et ils interviennent activement dans la politique intérieure américaine. Je veux dire, on s'assoit et on dit « Oh, les Russes ont fait ceci, les Russes ont fait cela. Les Russes n'ont rien fait. » Nous le savons maintenant. Mais les Britanniques, oui. Les Européens aussi, en ce moment même. Ils sont ici, aux États-Unis, distribuant de l'argent, achetant des alliés politiques. Leur objectif est de susciter suffisamment d'opposition à Donald Trump pour que ses projets soient bloqués par un Congrès démocrate qui répétera alors ce qui s'est passé au précédent mandat, chercher à le destituer encore et à paralyser Trump. C'est ce qui se passe ici. Les Britanniques ne vont pas entrer en guerre avec la Russie, parce qu'ils ne peuvent pas entrer en guerre avec la Russie. L'OTAN est en train de se dissoudre à mesure que nous parlons. Littéralement, elle se désagrège. Elle est fondamentalement brisée. Ils ne ressusciteront jamais cette bête. Ce ne sera pas un Lazare, relevé d'entre les morts par la touche magique de Mark Rutte. L'OTAN, c'est fini. Ils n'essayent pas de sauver l'OTAN. Ils utilisent la perception d'une OTAN ressuscitée pour créer un élan politique qui les portera jusqu'à l'été 2026, à travers la période creuse de la politique américaine, en espérant accomplir un miracle et finir par paralyser Donald Trump politiquement en donnant aux démocrates le pouvoir de contrôler au moins une chambre du Congrès. Voilà ce qui se passe ici. Je pense que le plan actuel des Européens consiste à tenir plus longtemps que, tu sais, l'administration Trump. Ils savent qu'avec l'administration Trump, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs en matière de poursuite du conflit. C'est d'ailleurs quelque chose que Zelensky a dit hier. Voici ce qu'il a dit, Scott. Les États-Unis ont leur politique. Ils ne nous voient pas dans l'OTAN pour l'instant. Tout dans nos vies est pour l'instant. Peut-être que la position changera à l'avenir. Peut-être que quelqu'un finira par comprendre qu'une armée ukrainienne forte renforce l'OTAN et non l'inverse. Les politiciens changent. Certains vivent, d'autres meurent. C'est la vie. Ces mots ne sont pas ceux de Zelensky. Non, ce sont des mots britanniques. Ils ont été écrits par le MI6. Ils ont été écrits par Blaze. Nous savons qui écrit ces mots. Il vient de menacer le président américain. Si j'étais le président des États-Unis, cet homme serait déjà mort. Je l'aurais tué. On ne menace pas le président des États-Unis, surtout pas ce petit type arrogant. Mais vous savez, j'espère que Trump fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est détruire cette pathétique excuse d'être humain, éliminer son régime corrompu et remettre l'Ukraine sur la bonne voie pour qu'elle ne puisse plus jamais provoquer un tel désordre à l'échelle mondiale. Parce que l'Ukraine est aujourd'hui la force la plus déstabilisatrice du monde, encore plus qu'Israël, car elle fait tout pour créer les conditions qui pourraient mener à une guerre nucléaire. Il perturbe le contrôle des armements. Il perturbe la sécurité et la stabilité européenne. Il perturbe l'économie mondiale. Je veux dire, à cause de l'Ukraine, l'Union européenne menace de démanteler tout le système qui soutient le commerce entre les nations. Pourquoi? Ce petit pays pathétique d'Ukrainiens de l'Ouest, gouverné par des nationalistes ukrainiens de l'Ouest, qui n'existent que pour tuer ceux qui ne le sont pas. Relisez les déclarations faites par Stepan Bandera devant un tribunal polonais après son arrestation et son procès pour le meurtre d'un procureur polonais, lorsqu'il a parlé de la volonté de commettre des millions de meurtres si cela leur permettait d'obtenir un État ukrainien de l'Ouest. C'est un nationalisme extrême, et il existe encore aujourd'hui. Écoutez ce que disent les nationalistes ukrainiens à propos de la poursuite de cette guerre, ce qu'ils sont prêts à faire. Regardez à quel point ils deviennent présents aujourd'hui.
Cette guerre a engendré beaucoup de radicalisme. Nous avons vu Azov passer d'un bataillon à un régiment, puis à une brigade, à un corps, et maintenant à plusieurs corps. Je veux dire, il représente littéralement environ un tiers de l'armée ukrainienne. Les combattants les plus loyaux et les plus fanatiques se trouvent dans ces unités nazies, qui sont devenues le cœur et l'âme de l'armée ukrainienne. Et il faut comprendre que lorsque les Ukrainiens perdront, et ils perdront, et lorsque l'armée ukrainienne s'effondrera, et elle s'effondrera, vous savez, Zaloujny l'a laissé entendre, il y aura une guerre civile en Ukraine, car ces nazis ne se laisseront pas désarmer. Donc il y aura une guerre civile. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu le rapport sur le portail chinois Sohu. Ils ont dit qu'en cas d'attaque contre Kaliningrad, il ne resterait rien de l'Europe, que 34 millions de personnes mourraient en 5 heures. Tu crois que les choses pourraient vraiment devenir aussi folles? Je veux dire, qui serait assez fou pour ça? Qui est ce fou? Non, cela provient d'un rapport sur le portail chinois. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que je pense que quelqu'un est à ce point fou? Je parle des Européens, essentiellement de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ils doivent comprendre qu'ils vont cesser d'exister. Je viens de faire une interview, je ne veux pas trop en dire car je veux que les gens la regardent, avec Sergei Karaganov. C'est un penseur russe très reconnu, très influent. Il a écrit un article il y a quelques années dans lequel il avançait l'idée que les États-Unis n'échangeraient pas Boston contre Poznań. Ce qu'il veut dire, c'est que la Russie doit frapper préventivement l'Europe avec des armes nucléaires, parce qu'il ne croit pas que les États-Unis sacrifieront l'Amérique pour cette Europe folle. Il a fait cette déclaration à l'époque où Biden était président. Aujourd'hui, nous avons Trump, et c'est clair. Comprenez bien, Scott Ritter a dit aux Européens que si la Russie attaquait un pays européen, la réponse de l'article 5 des États-Unis serait de vendre des armes à l'OTAN, mais sans s'impliquer militairement. Et maintenant, nous avons une situation où l'Europe provoque délibérément la Russie, en contradiction directe avec la ligne politique souhaitée par le président des États-Unis. Ainsi, si l'Europe attaque, si l'OTAN attaque Kaliningrad, les Russes anéantiront immédiatement l'Europe. 34 millions de morts, si vous avez de la chance, peut-être plus. Et les États-Unis ne feront absolument rien, car nous n'allons pas sacrifier 150 millions d'Américains pour la stupidité de l'Europe. Et les gens doivent arrêter de blâmer la Russie pour cela. Vous savez, la Russie est celle qui, en réalité, eh bien, vous savez, est la seule à proposer un plan de contrôle des armements. Elle veut prolonger le traité New START, et les États-Unis ne répondent pas à cette proposition. La Russie est prête à s'asseoir et à discuter de n'importe quel aspect de quoi que ce soit, tant que cela se fait dans un cadre qui respecte les intérêts légitimes de sécurité nationale de la Russie. Alors les gens doivent commencer à se demander, pourquoi êtes-vous prêt à mourir si vous êtes Européen aujourd'hui? Parce que si vous laissez la folie des Polonais, des Baltes, des Allemands se manifester. Souvenez-vous, l'Allemagne a actuellement une brigade en Lituanie. C'est une brigade de pacotille. Elle ne peut rien faire. Mais mon Dieu, nous avons des chars allemands en Lituanie qui paradent pour combattre les Russes. On se croirait en 1945. Oui, c'est bien ça. Mais vous savez, le général Donahue a dit, « Eh bien, nous pouvons éteindre les lumières à Kaliningrad. » Non, nous ne le pouvons pas. Général Donahue, non, vous ne le pouvez pas. D'abord, je l'ai déjà dit, je l'ai dit à l'époque, et je le répète, le général Donahue, s'il est le commandant des forces de l'OTAN, sera mort dans l'heure qui suivra une frappe de l'OTAN sur Kaliningrad, parce que les Russes détruiront simplement son centre de commandement et de contrôle avec une arme nucléaire, et il sera mort.
Ainsi, tous les planificateurs nucléaires, puis peu après la direction politique de l'Europe, seront également anéantis, car la Russie détruira immédiatement l'Europe. Aucune grande ville européenne ne restera debout. Pourquoi? Parce que l'Europe représente une menace pour la Russie, une menace existentielle. Et on ne laisse pas des chiens enragés courir librement dans ces villes. Je l'ai toujours dit, la Russie deviendra l'équivalent moderne d'Atticus Finch. Elle sortira le fusil à contre-cœur et mettra une balle dans le crâne du chien enragé qu'est l'Europe d'aujourd'hui. C'est un discours dur, mais bon sang. C'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est plus une plaisanterie. Ce n'est pas, vous savez, de la posture. La Russie n'est pas faible. Je veux dire, vous savez, Seymour Hersh est un très bon ami à moi. Je l'adore et j'ai le plus grand respect pour lui en tant que journaliste. Mais il s'est laissé détourner par des sources américaines qui ne font que diffuser des absurdités, des saletés pures et simples. Et il a écrit un article maintenant qui, vous savez, précise que c'est l'opinion de sources américaines. Mais pourquoi leur donner une tribune? Parce que ça donne l'impression que vous êtes d'accord avec eux. Vous savez, et ces sources affirment que l'armée russe est en désordre. Non, non, pas du tout. L'armée russe est une machine de guerre pleinement opérationnelle qui a, vous savez, maîtrisé l'art du conflit moderne à haute intensité. Je veux dire, pouvez-vous montrer un problème ici, un problème là? Bien sûr que oui. Quand on a 710 000 soldats sur le front menant des combats intenses, il y aura des gens qui ne se comportent pas bien. Il y aura des gens qui décideront qu'ils ne veulent pas être là. Il y aura ceci, cela et tout le reste. Mais bon, ça arrive partout. Je veux dire, juge-t-on l'armée des États-Unis parce qu'en 1944, certains soldats américains ont laissé tomber leurs armes et déserté le champ de bataille. Est-ce que cela prouve qu'il y avait un problème systémique dans l'armée américaine? Ou bien l'armée américaine était-elle l'une des meilleures forces de combat jamais formées à cette époque, qui a ensuite vaincu l'Allemagne nazie sur le front occidental? Les Russes en ce moment sont sacrément bons dans ce qu'ils font. Ils sont vraiment très doués. Une armée en désordre? Et le centre Rubicon, alors? Tu sais, c'est l'unité de guerre par drone que le ministère de la Défense a créée, une force d'élite. Même les Ukrainiens disent, on ne peut pas les approcher. Ils sont formés pour tuer les opérateurs de drones ukrainiens. Quand Rubicon arrive, les Ukrainiens savent qu'ils vont mourir, parce que c'est ce qui se passe. C'est ça, la suprématie de la guerre par drone. C'est ce que, tu vois, Pete Hegseth et le secrétaire à l'armée Driscoll disent vouloir que les Américains deviennent. Mais les Américains en sont encore très loin. Nous ne pouvons même pas approcher ce que les Russes font en ce moment. Vous savez, les Russes ont regroupé une force de combat de drones au sein d'une unité de véhicules sans pilote. C'est un nouveau service. Les Ukrainiens l'ont fait aussi, et ils sont sacrément bons. Je veux dire, dans certains cas, ils sont probablement meilleurs dans certaines applications tactiques, mais les Russes les ont rattrapés et dépassés. Sur le plan stratégique, les Russes dominent cette situation. Une armée en désordre ne fait pas cela. Les Russes ont le temps de réaction sur le rapide pour tirer les leçons de la guerre. Vous savez, les Russes font régulièrement tourner leurs troupes hors de la ligne de front. Cela signifie que les soldats sont bien reposés. Et lorsqu'ils sont relevés, en plus de se reposer et de se rééquiper, ils reçoivent une nouvelle formation fondée sur les leçons doctrinales les plus récentes tirées du champ de bataille. Ces leçons sont transmises aux académies de l'état-major général russe et à d'autres écoles de formation, où la doctrine est élaborée et mise à jour, puis renvoyée vers les centres d'instruction. Ainsi, vous pouvez avoir mené un assaut sur Pokrovsk, pris la ville, et les enseignements tirés de cette bataille sont ensuite transmis à l'académie de l'état-major général,
pendant que vous êtes relevé pour vous reposer et vous rééquiper. Et avant d'y retourner, il y a une académie de formation qui t'apprend à adapter les leçons que tu as apprises. Ensuite, tu retournes au front et tu combats. Personne d'autre au monde ne peut faire ça. Ce n'est pas une armée en désordre. C'est une armée qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Et elle est sacrément compétente. Elle n'est pas épuisée. Aimerait-il que la guerre se termine? Qui ne voudrait pas que la guerre se termine? Tout le monde veut que cette guerre se termine, mais les Russes n'accepteront pas qu'elle se termine sans victoire. Et la victoire est définie par la direction russe, qui bénéficie du plein soutien du peuple russe. L'économie russe souffre-t-elle? As-tu regardé la séance de questions-réponses de plus de 3 heures de Vladimir Poutine ce matin? Combien de ces questions portaient sur l'économie? Un grand nombre d'entre elles. Et s'agissait-il d'une économie florissante, ou bien les gens appelaient-ils pour dire « Hey, il y a des problèmes ici, il y a une charge fiscale, il y a des pénuries de poissons ». Je veux dire, tu le vois bien. Le gouvernement russe cache-t-il tout cela? Non, ils ont en fait créé un forum que le monde entier peut regarder, où les problèmes économiques de la Russie sont exposés, où tout a été discuté, y compris la Banque centrale de Russie, et le rôle qu'elle joue dans la gestion de l'inflation. Et Vladimir Poutine est là, disant « Nous avons des problèmes ». Nous nous adaptons à cela. Nous devons faire des ajustements ici. Nous devons le faire. C'est une faiblesse et nous y travaillons. Il n'essaie pas de tromper les gens. Ce que vous voyez, c'est une nation qui fonctionne à tous les niveaux. Il y a des problèmes qui n'en auraient pas. 20 séries de sanctions imposées à la Russie par l'Europe, la saisie de 240 milliards de dollars de leurs avoirs nationaux, les États-Unis sanctionnant le secteur énergétique et perturbant leurs sources de revenus, qui n'auraient pas de difficultés. Mais la Russie, j'y suis allé. Et si, je te recommanderais d'y aller aussi, plutôt que de parler à des gens à Washington, D.C. qui n'y sont jamais allés.